On observe assez régulièrement qu'il y a plus de demandes dans la filière des oléagineux en Suisse que d'offres. Et comment c'est possible? C'est un peu le paradoxe parce que la demande est bonne, voire excellente, les prix sont plutôt bons et puis malgré cela, il manque des surfaces en colza, en tournesol. C'est vraiment un problème pour le colza qu'on peut mettre sur le dos, je dirais, de la problématique d'une culture exigeante avec d'une part en éléments nutritifs et d'autre part en protection de la plante avec depuis son semis jusqu'à sa récolte beaucoup d'étapes clés, beaucoup d'étapes délicates à gérer et avec les matières actives qui commencent à manquer sur le marché aujourd'hui, eh bien, on sent que les agriculteurs sont lassés, se dirigent aussi vers d'autres cultures peut-être plus faciles à mener que c'est la magnifique plante qu'est le colza, d'où un peu ce manque d'offres de la part des producteurs. Et dans ces conditions-là, comment ça se fait qu'on ne puisse pas faire plus pression pour avoir des meilleurs prix à la production? Bon, je vous le disais, les prix ne sont pas mauvais, ils ont augmenté ces dernières années. Alors bien évidemment qu'on a eu un pic post-Covid, certains producteurs ont été un peu déçus qu'on revienne à une certaine normalité au niveau des prix qu'on a constaté dans d'autres productions également. Mais le prix n'est pas tout, c'est vraiment une culture exigeante, une culture délicate, 10 à 11 mois de culture entre la mise en place et la récolte, beaucoup d'aléas depuis l'élimage jusqu'à la grêle, ça fait beaucoup et cette pression sur la culture, je crois que certains producteurs ne veulent plus la prendre aujourd'hui. Et puis en bio, lié justement à ces exigences, on a peu de surface. De combien sont-elles? Et puis qu'est-ce qu'il faudrait faire pour en fait améliorer les conditions de culture du colza? Alors, on a effectivement quelques centaines, 100 à 200 hectares de colza bio qui sont référencés aujourd'hui. La problématique est sensiblement la même avec quelques répulsifs ou quelques produits qui ne font inévitablement pas l'efficacité de produits chimiques. Ça, il faut pas se le cacher. D'où finalement un potentiel de rendement entre 0 et 40 kg en bio. Mais quand on dit 0, eh bien, c'est une année sèche et ça fait une grosse perte pour les producteurs. Donc le risque est tellement élevé avec la culture de colza que le peu de producteurs bio prennent ce risque chaque année. Et comment on explique en fait qu'on n'ait pas plus de tournesol en Suisse, étant donné que la culture de colza est si exigeante? Alors, on a une culture de tournesol qui prend un peu d'ampleur. C'est vrai que ce n'est pas dans la tradition helvétique non plus. Je crois qu'il y a quand même un élément de culture, si je peux dire, du tournesol. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec quand même des sommes de température qui augmentent depuis quelques décennies, c'est un élément favorable à la culture du tournesol jusqu'à aujourd'hui autour des 600-700 mètres. Donc le tournesol qui est quand même plus extensif que le colza, qui a quelques risques, même si par exemple on ne parle jamais de sécheresse avec le colza, mais on peut l'avoir avec le tournesol. Donc des éléments un peu différents de mener la culture, une culture de printemps. Cette année on a une bonne année de tournesol, en tout cas à la mise en place, même si elle était particulière, c'est lié aux mauvaises conditions de semis de l'automne passé. C'est vrai que la culture de printemps, elle a aussi ce rôle parfois de culture de remplacement, eh bien ça se développe aussi et ça vient quand même plus dans les mentalités de faire du tournesol qui est aussi bien demandé par les huileries et par le consommateur. Par rapport à tous ces défis auxquels font face les oléagineux, comment est-ce que la Confédération elle soutient les producteurs? La culture des oléagineux bénéficie d'une prime de culture qui est de 700 francs aujourd'hui, 700 francs à l'hectare. Selon la manière de mener, on a aussi un doublement de la prime pour le non-recours à certains produits chimiques, donc le non-recours d'une part aux herbicides ou d'autre part aux produits phytosanitaires de manière complète avec des prix qui ont été élevés parce que c'est vrai que c'est un gros risque de ne pas les utiliser du tout. Mais je crois que dans ces programmes-là, la Confédération en est consciente. En tout cas, si on veut garder une culture d'oléagineux en Suisse, eh bien, il faut que les prix soient corrects et puis que les mesures pour mener la culture le soient aussi. Donc, une prime de culture, des primes sans recours aux produits chimiques qui sont plus élevées que pour d'autres, qui ont été augmentées aussi depuis 2022. Et je crois que l'élément principal qui est aussi lié à la Suisse, c'est une protection douanière, parce que sinon, comme pour beaucoup d'autres cultures, il n'y en aurait peut-être plus en Suisse. Et justement, comment elle fonctionne cette protection douanière? Sur quel échelon elle est déterminée? Comment ça se passe? Alors, la protection douanière, elle est effectuée sous la forme d'un impôt qui est perçu sur l'huile raffinée importée. C'est l'élément principal
qui protège les 3 usines, puisque finalement on n'a que 3 usines de transformation sur le territoire helvétique qui se partagent le marché, qui prennent aussi en charge la production suisse. Donc c'est vraiment cette protection douanière sur l'huile étrangère qui fait que la filière finalement est toujours bien vivante. Comme acteur dans cette filière, on a 3 huileries. Est-ce que c'est pas un peu? Est-ce qu'on risque pas justement un manque de concurrence? Alors on peut peut-être s'en plaindre, mais finalement 3 huileries, c'est au niveau des capacités en avoir plus. Alors on a encore quelques petites entreprises, on va dire artisanales, qui fabriquent aussi de l'huile, même certaines huiles encore plus spéciales. Mais globalement, avec les volumes produits en Suisse, 3 huileries, c'est ce qu'il faut pour la transformation, voire aussi pour importer quelques graines, quoi. Si on fait le résumé, quels acteurs on a qui sont dans ces négociations du prix? Alors, qui sont les grands acteurs de la filière des oléagineux en Suisse? On a donc au niveau des producteurs, c'est la Fédération suisse des producteurs de céréales qui comprend bien évidemment aussi les oléagineux qui représentent les intérêts des producteurs. On a ensuite des représentants des centres collecteurs qui sont quand même un maillon, un rouage essentiel depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, en tout cas la mise à disposition de graines sèches et de qualité triées pour les huileries. Et on a les huileries et tous ces partenaires se retrouvent au sein aussi de l'interprofession Suisse Granum, d'une commission oléagineux, une commission technique oléagineux qui se met autour de la table et qui fixe les conditions de prise en charge, les prix avant récolte, puisque au moins pour le colza, on a un prix en général avant ou pendant récolte qui sort. Est-ce qu'on peut revenir sur les mécanismes de ce prix, de son calendrier, parce que c'est assez spécifique? Comment ça se passe? Alors, comment on fixe les prix? Quand est-ce qu'on le négocie? Avec qui? Les prix sont en général fixés au printemps, puisque c'est là que finalement l'état des stocks, qui sont souvent à zéro, il ne faut pas se le cacher, mais c'est plutôt l'élément positif. Aussi, on a rarement une pression des stocks, comme ça peut être le cas dans d'autres productions qui existent. Donc au printemps, on a les acteurs qui se mettent autour de la table avec un élément central qui influence le prix au niveau suisse, c'est les cours internationaux. On a un marché qui est protégé, mais on n'est quand même pas complètement hors sol. On a des marchés internationaux qui ont de la matière, qui la mettent à disposition, et cet élément de la matière première, et aussi de l'huile directement raffinée, qui vont donner un référentiel dans le schéma des prix auxquels s'ajouteront ensuite les différents éléments, la marge du transformateur, la marge du centre collecteur, les cotisations aux fédérations pour arriver à un prix net payé aux producteurs. Donc on s'est retrouvé dans une situation avec des prix qui ont beaucoup évolué. Donc il y a eu la situation post-Covid où les prix ont un peu explosé et c'est poursuivi avec la crise en Ukraine. Et puis en 2023, il y a comme eu une espèce de chute. Donc on en est où aujourd'hui? Comment est-ce que sont rétribués les producteurs? Plus que chute, je pense qu'on va parler de rééquilibrage. C'est vrai qu'après le Covid, mais surtout la guerre en Ukraine, qui est quand même un des grands producteurs mondiaux de graines d'oléagineux, que ce soit tournesol ou colza, eh bien, finalement, lorsque les marchés ont retrouvé un certain équilibre, on a eu une refixation du prix qui est plus élevé et plus rémunérateur quand même que les années 2020 à 2022, mais quand même une déception des producteurs après, on va dire, un prix d'exception, un prix exceptionnel pour l'année 2022-2023. Eh bien, ce retour à la normale a été perçu un peu négativement par certains producteurs. Mais au final, ce qui compte encore et toujours pour le producteur, c'est quantité fois prix. Donc, d'une part, il faut assurer, il faut suivre sa culture, il faut la protéger contre les ravageurs quand il y a besoin, fois un certain prix qui doit aussi, finalement, au niveau de la couverture des coûts à la surface, une marge brute qui convienne aux producteurs pour qu'ils continuent à en faire. Je me demandais aussi si les déductions sur le prix à la production, elles étaient importantes pour les producteurs, que ce soit par rapport, je sais pas, aux collectes, au stockage. Est-ce que ça représente de grosses déductions pour les producteurs? Alors, on aura des déductions selon le centre collecteur. Chaque centre collecteur est libre de fixer sa taxe d'entrée et de réception. Ensuite, on a effectivement une cotisation au niveau de la Fédération suisse des producteurs de céréales. Mais contrairement, par exemple, aux céréales avec des mécanismes un peu plus complexes d'exportation ou de perception de la taxe et de redistribution, là, on a plutôt, au sein de la filière des oléagineux, une volonté d'encaisser des cotisations, mais
à des fins de promotion. Il y a donc une participation à la promotion de l'huile de colza suisse, par exemple. Aussi une volonté pendant quelques années de promouvoir la production de tournesol et de soja, qui fait aussi partie de ces oléagineux, en tout cas, qui sont compris dans cette grande famille. Et puis, donc, il y a une partie des cotisations qui sont payées autant par les transformateurs que par les producteurs, qui visent à satisfaire la demande au final, donc produire un peu plus d'oléagineux. Qu'est-ce qui distingue finalement ce colza qui est quand même difficile à cultiver des autres huiles, si on pense par exemple, je sais pas, à de l'huile de palme, ou quelle est la différence, quels sont les avantages? Alors déjà, je vous dirais sa durabilité. Quand on produit en Suisse du colza dans les conditions qui nous sont appliquées, je crois qu'on peut vraiment parler d'une culture durable, qui est bonne pour l'exploitation dans une perspective de rotation des cultures, avec une sarclée qui permet aussi d'autres interventions que dans des céréales. Donc elle s'intègre vraiment bien dans une vision. Au niveau paysage, quoi de plus beau qu'un champ de colza en fleurs au printemps, c'est la mosaïque des paysages du printemps qu'on connaît à la Suisse. Donc c'est quand même une culture pour différents éléments qui s'intègrent vraiment bien à la production suisse. Et puis au niveau de ce qui est, disons, santé, elle se démarque aussi d'autres huiles? Alors effectivement, riche en oméga 3, c'est une huile qui est appréciée, qui est souvent locale et je le disais juste avant durable. Et surtout, dans son évolution, qui est arrivé depuis quelques années, il y a une forte demande de certains transformateurs pour l'utiliser pour certaines cuissons spécifiques à haute température. On a des variétés qui sont faites pour cela, donc on répond aussi directement aux besoins de l'industrie pour produire suisse et produire en Suisse. Et du coup, alors il y a plusieurs acteurs dans cette filière. Il y en a un qui est très important, hein, c'est le groupe Zweifel. Est-ce qu'on peut parler de monopole? Est-ce que si eux décidaient de se tourner par exemple vers le tournesol, est-ce que toutes les cultures se tourneraient plutôt là-dessus? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Disons qu'on doit toujours se réjouir qu'un acteur connu, reconnu en Suisse formule une demande en matière d'huile. Ça a un petit peu changé au niveau des producteurs, puis c'est un produit spécifique. On est sur un colza Hall, donc vraiment pour des cuissons à haute température, pour faire des chips de qualité, on va le dire. Donc je ne crois pas qu'il y ait un risque sur le marché, parce que finalement, si Zweifel se détournerait par exemple l'huile de colza, ce serait peut-être pour du tournesol, mais on aime voir leur drapeau suisse sur les paquets de chips, donc je ne doute pas qu'ils continuent à l'utiliser. Donc finalement, cette évolution était plutôt d'une huile de colza traditionnelle vers une huile de colza Hall. Ça a un peu modifié les surfaces dans la répartition, mais la surface globale n'a pas beaucoup varié. Quels sont les grands défis pour la filière à venir? C'est la protection des plantes. Finalement, le retrait des différentes matières actives pose problème. Les ravageurs sont là. Avec le réchauffement climatique, on constate même une intensité de leur période d'activité très tôt au printemps jusqu'à un peu plus tard selon la période. Donc vraiment, on a des semences qui ne sont plus traitées, on a des matières actives qui nous sont retirées. On aimerait s'en passer, c'est clair. On aime réduire le nombre d'interventions. Ça, je crois que l'agriculture suisse joue le jeu aussi de la trajectoire de réduction en matière d'utilisation de produits phytosanitaires. Mais sans traitement, il n'y aura plus de colza et ça, je crois qu'on le regrettera tous.